Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour une vidéo qui, je vais vous l'admettre, est de presque qualité. Avec l'ami Kair, on va vous parler des news. L'ami Kair, il est là. Il est chaud. Il est chaud patate. Ça se voit pas, mais il est chaud patate. À la base, son gilet était bleu, mais il est tellement chaud qu'il est devenu rouge. Il s'est mis, ses cheveux étaient mais collés comme ça. Et puis d'un seul coup, ils se sont mis en pagaille. C'est son côté Super Saiyan de Picardie. Et on est là donc pour se parler des news de ces dernières semaines. On a pas mal de news. Je trouve que Kair en a des mieux que moi. Vraiment, cette semaine, Kair a fait un meilleur travail d'investigation. Du coup, j'ai hâte qu'il puisse vous faire ces news. Moi, de mon côté, je suis désolé, faudra les skipper. Et du coup, on se retrouve pour les premières news de Kair. Après ce que je viens de dire, il faut que tu démarres fort. Là, tu es obligé d'être vraiment solide sur tes appuis, faire le AK, impressionner les gens. Assis. Exactement. J'ai 3 news pour commencer. La news vraiment qui me fait super plaisir, ça me hype à fond. Il y a pas mal de gens... Kair, je suis vraiment désolé de te couper. C'est juste qu'il y a pas mal de gens qui se demandent en regardant à l'image, si tu peux ou pile le mettre en plein écran. En fait, il y a beaucoup de gens qui se demandent si tu as tout simplement rétréci au lavage. Non, pas du tout. Je suis plutôt sur un tabouret de taille basse et plutôt bas, et donc il faut que je me redresse, mais ça me fait mal au dos. Alors moi, je disais, j'ai 3 grosses news. Il y en a la news coup de cœur, vraiment celle qui me fait plaisir. La grosse bombe news qui vient de tomber. Et la news, vraiment, je vous mets le seum et je vais faire les 3 à la suite. Tu vas voir, ça va être impressionnant. La news, coup de cœur, ça n'est pas officiel, mais Chris Evans serait en négociation avec Marvel pour reprendre son rôle de Captain America après donc ce qui lui est arrivé dans Endgame. Alors, la seule chose que l'on sait pour l'instant, déjà, il n'y a pas de confirmation. Chris Evans a fait un tweet en disant mais pourquoi est-ce qu'on parle de moi, en genre il n'est pas au courant, mais il ne faut à mon avis pas le prendre comme argent comptant, puisque par exemple Tatiana Maslany, alors je dois massacrer son nom la pauvre, qui joue She-Hulk, avait fait un tweet en disant mais il est hors de... Je n'ai jamais entendu parler de ce projet, puis pouf, en fait il est officialisé derrière. Donc Chris Evans, la seule chose qu'on sait à peu près sur son retour, c'est que ça serait un retour un peu à la Robert Downey Jr. dans Homecoming. Il viendrait en second rôle dans différents projets. Là, pour l'instant, ça parle d'un projet. Ça pourrait être des projets sur le retour de Chris Evans en Captain America. J'adore la version de Captain America de Chris Evans. C'est mon personnage préféré du MCU et de loin. Donc, j'ai envie qu'il redonne une arme à cet homme, comme le disait Black Panther, donner un bouclier à cet homme. Donc, j'ai envie de retrouver Chris Evans dans le MCU. Et ça me fait plaisir. Ensuite, la grosse bombe, mais elle est à prendre avec des pincettes, c'est que la Warner envisage, c'est en tout cas ce que dit la presse américaine spécialisée, et ça a été lancé par l'info par Hollywood Reporter, envisage de peut-être faire une série sur l'univers d'Harry Potter. Donc voilà, série attendue par les fans à non plus finir. Alors dans les faits, il faut se calmer. Pour l'instant, il n'y a aucune information concrète. La Warner a recruté un mec qui doit discuter avec un autre mec de la possibilité de peut-être faire un truc sur une série. Et pas que ça d'ailleurs, ça parle aussi de jeux, ça parle peut-être aussi de films. Bref, mais en tout cas, la Warner envisage de faire envisage peut-être de faire une série sur Harry Potter. Et avant que tu me parles d'un autre sujet lié à Harry Potter, je tiens à préciser que la Warner fait beaucoup dans le fait d'envisager, puisqu'ils ont également envisagé plein de spin-offs sur Game of Thrones, mais ça, on en parlera dans une vidéo dédiée. Toi, tu voulais justement, parce que j'ai cru comprendre que tu voulais nous dire un truc sur l'univers d'Harry Potter. Et du coup, tu parlais de jeux vidéo Harry Potter et je vais parler de films juste après. En fait, donc, en tout cas, les animaux fantastiques. Attention, ne vous chauffez pas trop. Et donc, en fait, il y a effectivement un jeu vidéo qui est sorti l'année dernière sur mobile qui a un peu passé inaperçu parce que visiblement, la com était surtout centrée sur le marché asiatique, mais qui a une direction artistique qui est plutôt mignonne. C'est en mode un peu Clash of Clans, joueur contre joueur. Mais surtout, il y a un jeu vidéo qui devrait sortir cette année
sur en fait donc c'est Poudlard. Enfin, en gros, on crée un étudiant à Poudlard. Le jeu vidéo avait d'abord leaké l'année dernière, puis a été annoncé officiellement il y a quelques semaines, presque mois. Et au final, ça a l'air de défoncer sa maman. Et si on a dit qu'on parlait pas des mamans. Et en fait, je vous conseille, si vous êtes fan d'Harry Potter, de regarder parce que ça a l'air d'être quand même assez vénère. Et pour réagir donc sur la partie film, c'est juste pour dire que les Animaux Fantastiques 3, si vous l'attendez, comme moi je l'attends énormément, eh bien en fait Eddie Redmayne, eh bien si je ne prononce pas très bien, soyons clairs, je n'ai pas bien prononcé son nom, eh bien en fait a confirmé dans une interview sur IMDb, si je ne me trompe pas, que, eh bien, en fait, il avait des anecdotes de tournage qui confirmaient que le tournage avait donc avancé l'hiver dernier. Et en fait, il annonçait pas mal d'anecdotes sur le fait que, à cause de la pandémie, les tournages avaient été décalés et que plusieurs scènes qui auraient dû être tournées en été, notamment des scènes où il devait aller dans l'eau, sans préciser si c'est un étang, un océan ou que sais-je, et en fait, mais en extérieur, eh bien en fait, il a dû les tourner en hiver, ce qui a donc posé des problèmes pour être sûr qu'il ne tomberait pas malade, etc., etc. Mais bref, ça confirme que donc le tournage a bien avancé, que des scènes et des séquences sont donc bouclées, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Moi, j'espère voir la suite des Animaux Fantastiques et de voir quel est le propos de J.K. Rowling. On en a beaucoup parlé, l'impression qu'elle voulait vraiment faire quelque chose de très 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 centrique autour du nazisme et en fait je ne sais pas où elle va et je suis curieux de voir ça. Mon cher Kerr, tu avais une news suivante. Oui, alors juste pour rebondir sur le jeu vidéo Harry Potter dont tu parlais, c'est Hogwarts, c'est un nom en anglais, c'est Hogwarts Legacy l'Heritage de Poudlard. Et en fait, il était annoncé pour 2021, il a été repoussé, puisque apparemment maintenant on ne sort plus de jeux vidéo pas finis depuis l'incident Cyberpunk. Donc voilà, et alors moi c'est la news du SUM, c'est très simple, je vous propose de prendre un calendrier de l'année 2021, de regarder toutes les sorties qui sont donc de février à la fin du printemps, vous regardez tous ces films qui vous donnent envie, et vous les déplacez à la période de automne-Noël, en effet. C'était prévisible, on en avait d'ailleurs parlé dans notre vidéo 2021, une année qui s'annonce pas très bien. C'était pas le titre de la vidéo, mais en gros, on parlait de ça. Et on avait dit qu'il y avait de fortes chances que, vu que la situation sanitaire ne s'arrange pas, que les films qui avaient été repoussés au printemps soient décalés. James Bond, automne. Donc le film n'est pas prêt de sortir. Fast and Furious, au moment où on enregistre la vidéo, ça n'est pas officiel, mais Universal apparemment prévoit également de repousser la sortie du film qui était prévue en mai. Il y a d'autres films, hein. Il y a le biopic sur Céline Dion avec Valérie Lemercier qui est repoussé. Alors tu vas me dire, c'est pas le truc qu'on attendait le plus. Il y a Uncharted qui a pris également du retard. Enfin, il y a tous les films là qui devaient sortir et sont repoussés. Le préquel de Kingsman, Sans un bruit 2 est repoussé aussi. Enfin, tous. En gros, c'est assez simple. Il y a quasiment plus rien qui sort au printemps pour l'instant. Et il y a des films français qui sont maintenus. Mais ça, bien évidemment, ça sera lié à la réouverture ou non des salles. D'ailleurs, fermeture des salles en France qui pose problème à la Warner, puisque Wonder Woman 1984, qui est sorti partout, sauf en France, et ben ça commence à poser un problème, hein, parce qu'il va falloir à un moment donné le rendre disponible, ce film. Alors, soit au cinéma, attendre patiemment, mais attendre combien de temps, ou décider donc de le mettre en ligne sur une plateforme, par exemple, vendre les droits à Netflix, Amazon Prime, ou le mettre sur OCS, ou le mettre en VOD payante sur tous les services de VOD payants. Mais la Warner va devoir agir parce que malheureusement le piratage est en train de faire des ravages à Wonder Woman 1984 qui au cinéma dans le monde marche relativement moyennement, c'est le moins qu'on puisse dire, mais aucun film ne fonctionne normalement actuellement au niveau mondial. D'ailleurs, petite anecdote, mon cher Greg, en 2020, le plus gros succès de l'année est un film chinois et pas un film américain. Voilà, c'est étonnant. C'est lequel ? J'ai complètement oublié le titre, là tu me pièges, là, c'est pas cool. Mais par contre, il y a que 2 films américains dans le top 5 des plus gros succès de l'année dans le monde. Il y a 2 films chinois, il y a un film japonais. Et là, tu peux me dire lequel ? Kimetsu no Yaiba,
L'arc du train. Non, c'est Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba, c'est Demon Slayer. Ah, mais en plus, tu me pièges en le sentant en japonais, mais c'est pas cool. Bref, c'est Demon Slayer et les 2 plus gros succès aux États-Unis. Alors honnêtement, déjà, si on revoit maintenant la vidéo qu'on avait fait, tu sais, notre preview de l'année 2020, avec toutes les sorties, où en plus, je crois qu'on parlait du box-office et des plus gros succès à venir. Devine quel est c'est à mourir de rire. Devine quel est le plus gros succès américain de l'année 2020. C'est un film qu'on a vu tous les deux. On a trouvé très moyen tous les deux. On en a parlé en vidéo. C'est avec 2 acteurs, dont un qui a pris beaucoup de poids. Tu vois pas? Non? T'es perdu? C'est Bad Boys. C'est Bad Boys, le plus gros succès américain de l'année 2020. C'est assez incroyable. On n'aurait jamais imaginé ça. Il devance Onward en avant, le film de Disney. Non, c'est Tenet le deuxième. Tenet. Et ensuite En avant. Donc voilà, Bad Boys a fait mieux que Tenet. Voilà, Will Smith, boum, il a mis KO Nolan. À toi, mon cher. J'ai une anecdote ciné pour ceux que ça intéresse. Il y avait. J'ai vu une table ronde d'interview avec Will Smith et Samuel L. Jackson. Et à un moment, il y a une interview de Will Smith, enfin, il pose une question à Will Smith pour lui demander qu'est-ce qu'il pense d'avoir refusé de jouer Django Unchained. Et il dit oui, je ne sais pas à quel point le film m'aurait correspondu. J'avais un sujet sur la violence et tout. Et Samuel L. Jackson, avec son flegme et son cool d'habitude, qui lui dit ouais, c'est sûr. Hein. Bah bon, du coup, ton western, c'est Wild Wild West. Et du coup, il y a un silence de mort dans la table ronde avec une dizaine d'acteurs assis. J'ai trouvé que la répartie de Samuel Jackson était plutôt pas mal. Enfin bref. Donc si on revient sur... Will Smith, c'est un spécialiste de je refuse les rôles qu'il ne faut pas refuser, puisqu'il avait refusé et d'accepter ce qu'il ne faut pas accepter. Oui. Enfin bref. Donc, parce que bon, il commence à l'accumuler. Donc, on en était au film. Eh bien, tu parlais des films. Et moi, justement, j'ai une news, pas de news, c'est vous qui décidez. Voilà, vous décidez, c'est news, c'est un point de vue, voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc en fait, le truc, c'est que, eh bien, il y a tout simplement débat sur donc les films Paramount. Donc Kerr vient d'annoncer qu'il y avait plein de films qui étaient reportés, et en fait, eh bien, Paramount a reçu des offres aurait reçu, tout ça c'est secret, mais en gros, plusieurs magazines américains ont annoncé qu'en fait, il y aurait eu des très grosses offres autour de Top Gun, notamment donc de Netflix et Apple, qui voulaient acheter en fait la diffusion, l'exclusivité de diffusion du nouveau Top Gun 2 Maverick, sur du coup leur plateforme pour cet été. Et en fait, les montants devaient être sans doute très importants parce que le film est estimé à plus de 200 millions de dollars. Et en fait, il y a d'un côté Paramount qui a répondu qu'en fait, eh bien, il y avait des cascades incroyables, que l'équipe technique avait réussi des plans qui étaient fous furieux et que s'il y avait un film à aller voir au cinéma, c'est Top Gun Maverick. Et à côté de ça, eh bien, il y a tout simplement des analystes financiers qui disent un film à 200 millions, qui a coûté 200 millions, les plateformes ne pouvaient certainement pas proposer beaucoup plus que son coût à Paramount. Et en fait, ça ouvre tout un débat. Parce que, alors, beaucoup pourraient dire, regardez, c'est une catastrophe, Wonder Woman, le film est complètement ne rentrera jamais dans ses frais, Tenet ne rentrera jamais dans ses frais, parce que les cinémas, parce que la pandémie. Et du coup, il faut qu'ils prennent l'offre qui est sur la table et qui permet que ces films soient au moins rentables. Oui, vous avez un petit peu raison. Le problème, c'est l'économie du cinéma, où en gros, ces grosses majors, ces gros studios investissent 200 millions sur un Top Gun, espère gagner 600 millions, et vous allez vous dire, mais si dans la vie, à chaque fois que j'investissais 1 euro, j'en récupérais 3, la vie serait magnifique. Oui, mais ces studios sont obligés de miser et d'avoir des succès faciles, entre guillemets, parce qu'évidemment, il y a certains gros blockbusters qui se plantent, pour tout simplement, eh bien, amortir
les potentiels risques qu'ils vont avoir sur les autres blockbusters qui vont se planter, mais également les films à plus petit budget qui sont moins connus, qui ont moins d'acteurs, qui ne sont pas sur une franchise, etc. etc. Et c'est en fait les majors, ces grands studios, essayent d'être globalement dans l'année financièrement très très rentable. Soyons clairs, c'est pas l'offre qui est là pour offrir du coup des vêtements et la soupe chaude aux gens dans le besoin. C'est pas du tout leur but. Leur but, c'est qu'ils aient une piscine un petit peu plus grande, avec débordement et une vue magnifique sur Los Angeles. Mais le truc, c'est que en fait, cette économie, elle ne marche pas si les gros blockbusters, les trucs qui sont sûrs de cartonner, ne font que rentrer dans leurs frais. Et je pense que c'est pour ça que j'ai des news, pas news, à vous de voir. C'est qu'en fait, je trouve que c'est très intéressant parce que ça veut dire que les studios sont là vraiment menacés sur le point le plus important, qui est le pognon. Et donc sont dans une situation où en fait ils ont des choix infernaux qui sont soit essayer d'être pile rentable sur un film, mais du coup savoir qu'ils ont risque d'avoir une grosse partie de leur catalogue qui va faire qu'ils seront à perte en fin d'année, ou alors tenter le tout pour le tout et essayer le chemin des salles. Et en fait, j'ai envie de dire, celui qui est en train de parier 200 millions de dollars sur la table, j'ai envie de dire, demain, il parie... Enfin, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, il parie son taf. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est qu'avec cette pandémie, les studios sont obligés de parier leur capacité à pouvoir vivre les années prochaines. Parce que Paramount, et c'est en ça que l'exemple me paraît intéressant, Paramount, il y a quelques années, on était en train d'expliquer à quel point Paramount était au chou niveau financier, ils croulaient sous les dettes et qu'ils étaient obligés donc de faire cofinancer leurs films par le marché chinois et donc de faire écrire un peu les histoires pour que le marché chinois le valide, etc. etc. Donc, on a vraiment le marché du cinéma, du gros blockbuster, on est d'accord, on parle du gros blockbuster ici, qui est vraiment en train de se faire chahuter et on va voir du coup des décisions de studios, donc HBO Max avec ce choix de être plateforme et cinéma qui plaît pas à tout le monde et en fait on a globalement ces plateformes qui vont ces plateformes et ces majors qui vont faire des choix drastiques et il risque d'y en avoir certains qui vont se faire tout simplement bouffer par d'autres. Ça risque d'être assez intéressant. Voilà, je sais pas si tu voulais réagir ou si tu voulais passer à ta news suivante. Je vais passer à une petite news kiff, mon cher Greg, parce que figurez-vous que dans les différentes vidéos qu'on a fait sur The Mandalorian saison 2, j'évoquais régulièrement la possibilité que Disney, face au succès de The Mandalorian et à l'annonce de multiples projets liés au Skywalker, décide finalement de décanoniser la trilogie 7, 8, 9. Et tu m'as rigolé au nez en disant que j'étais un gros plouc et que j'étais mal coiffé et que cela n'arriverait jamais. Figure-toi que en fait, il y a de plus en plus d'articles qui évoquent cette possibilité de décanonisation. Disney y réfléchit et ils auraient peut-être trouvé la solution en Ahsoka Tano, personnage qui aura sa propre série télé. Pourquoi Ahsoka Tano? Alors pour l'instant, c'est la pure théorie, mais dans Star Wars Rebels, où le personnage d'Ahsoka Tano apparaît, il y a l'apparition d'un concept dans Star Wars qui est l'idée de monde parmi d'autres. Et en fait, si Ahsoka refuse dans la série, alors si vous n'avez pas vu saison 2 de The Mandalorian, je lève la main pendant que je dis la phrase qui suit. C'est donc un spoil, donc du coup fermez vos oreilles. Si Ahsoka refuse de former Grogu, c'est parce que elle a une autre mission et cette autre mission serait d'empêcher ce qui arrive dans la trilogie suivante. Donc, entendez par là peut-être l'apparition, donc le retour de Palpatine et le retour en force du côté obscur. Voilà, la trilogie qu'on aurait vue serait donc un monde parmi d'autres. Moi, j'y crois en la décanonisation de cette trilogie plutôt ratée de Disney. Mais c'était leur début avec Star Wars, c'est pas grave, on peut foirer le début et ensuite reprendre correctement. Et ensuite, je vais faire une news. Je suis pas content. La news, je suis pas content, c'est l'annulation de la série française La Révolution sur Netflix. Non pas que j'ai trouvé La Révolution comme une bonne série. D'ailleurs, on en parle dans une des vidéos sur la chaîne qui s'appelle 5 séries de 2020 que je vous invite à regarder parce qu'elle est très drôle puisque Greg me troll non-stop et moi je l'ai revue
par exemple cette vidéo et j'ai beaucoup rigolé. Et en fait, La Révolution est une série plutôt moyenne. Mais ce qui me gave, c'est de regarder des nouvelles séries de Netflix et d'en voir autant annulées à la fin de la saison 1. Surtout que là, La Révolution termine sur un gros cliffhanger. Tu te dis, ok, j'ai envie de voir la suite. Même si c'est moyen, j'ai envie de voir la suite. Et en fait, Netflix arrive et disent, bah non, tu n'auras rien. Donc ça m'épuise un peu. Donc là, je commence de plus en plus à me dire que j'ai envie d'attendre qu'il y ait 2-3 saisons avant de me mettre dans les séries Netflix. Ce qui, dans les faits, n'est pas du tout ce que je fais, puisque je regarde leur nouvelle série. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai commencé Wings, la série sur les faits. Ah bah, j'ai regardé l'épisode 1,5. Bah, moi, j'ai regardé les 3 premiers. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Catastrophique. Hein. Non, c'est pas dégueu. C'est pas catastrophique. Mais tu sais que j'avoue aussi que j'ai regardé les chroniques de Bridgerton. Voilà. Et j'ai même pas honte. Voilà. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Netflix, j'enchaîne pour vous parler de Lupin, qui, malgré les nombreux messages hyper pas sympas sur la série, a été un énorme carton sur Netflix, puisque au niveau mondial, puisque Lupin a fait mieux que les 2 plus gros phénomènes sur Netflix de ces derniers temps, qui étaient Le Jeu de la Dame et justement Bridgerton. Et Lupin les a abattus sur les 28 premiers jours. Il y a eu plus de monde dans le monde qui ont regardé Lupin que Le Jeu de la Dame et Bridgerton. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça sera l'occasion d'une autre vidéo. À quoi correspondent ces annonces de chiffres, à quoi correspond le top 10 de Netflix. Il y a une enquête à mener, à creuser, mais on n'a pas le temps là, on n'a pas de pelle. Et du coup, à toi mon cher Greg pour la news suivante. Bah du coup, j'ai envie de rester un petit peu sur tes thématiques. Et moi, pour juste te donner une réaction, voilà, ce qui permettra que cette vidéo s'appelle Réaction. Eh bien, en fait, réaction à quoi? On n'en sait rien. C'est réaction. On réagit. Et en fait, donc du coup, Lupin, ce qui m'a surpris, c'est que sur les sites de news américains que je suis, ils font, tu sais, souvent genre, qu'est-ce que vous pouvez espérer pour la suite du MCU? WandaVision est tombé dans l'épisode 3. Est-ce que ça veut dire que la phase numéro 8 va changer? Et en fait, il y a des articles sur qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la suite de Lupin. Lupin numéro 2, voire peut-être Lupin numéro 3, vers quoi les saisons prochaines pourraient aller. Et du coup, j'ai vraiment halluciné de voir une série produite en France qui en est là. Donc écoute, moi j'ai pas été convaincu par Lupin, mais fait est que bravo pour son succès, quoi. Donc, je voulais réagir par rapport à ta news sur Netflix et ses annulations. Déjà, on pourrait dire, si on était un peu sarcastique, que Netflix pense à toi et préfère annuler les séries de moins bonne qualité pour que tu gagnes du temps. Par contre, si on était un peu plus réaliste, on dirait que Netflix en a rien à foutre de notre avis. Juste regarde combien de personnes regardent combien de temps d'une série pour garder les saisons ou pas. On en avait parlé dans une vidéo sur la méthode Netflix. Maintenant, je vais juste faire une petite news Netflix. Netflix vient d'annoncer qu'ils avaient passé les 200 millions d'abonnés. 200 millions d'abonnés, c'est énorme. J'ai fait des recherches. Ils avaient annoncé être passés au-dessus des 100 millions d'abonnés en 2017. Et du coup, ça fait qu'ils sont au-dessus des performances qu'ils attendaient. Et ils ont enregistré un chiffre d'affaires. Ce n'est pas du tout un bénéfice, un chiffre d'affaires de 6,64 milliards de dollars sur un trimestre. Multiplié par 4, vous aurez le chiffre annuel. Oui, mais les dépenses sont tellement énormes qu'ils sont toujours endettés. Et ce qui veut dire une hausse de 21%. Donc, c'est juste incroyable le poids et la taille compris Netflix. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour la première fois, 83% des abonnés ne viennent pas d'Amérique du Nord. Et ouais, Netflix qui avait une grande partie de ses abonnés sur le marché américain, eh bien là, au contraire, le marché international s'est extrêmement, simplement développé.
Et alors certains disent que c'est par rapport au succès des séries qui ont été produites en Allemagne, Lupin en France, enfin bref, toutes les dernières séries. La Casa des Papel. Alors évidemment la Casa des Papel, mais toutes les nouvelles séries qui sont régionalisées. Maintenant, bon, moi j'ai juste envie de dire que peut-être que le Covid a eu un impact, je ne sais pas. Peut-être que les gens qui sont chez eux, ça les a poussés à regarder des trucs chez eux. Je veux émettre une théorie, mais je veux surtout pas faire exploser la banque sur mes théories. Et donc, en tout cas, voilà, 200 millions, c'est vraiment un chiffre colossal. Alors, évidemment que d'autres plateformes de streaming argumentent qu'elles sont au-dessus. Par exemple, c'est faux, d'ailleurs. Prime. Pardon ? C'est faux, justement. En fait, il y a eu au moment où il y a eu l'annonce des 200 millions de Netflix, il y a des articles américains qui ont étudié, tu sais, les chiffres. Et comme Amazon donne peu de chiffres sur qui regarde effectivement Amazon Prime, ils ont juste pris le nombre d'abonnés Amazon Prime, tu sais, pour les commandes. Ils les ont regardés. Et en fait, les derniers chiffres, c'est 150 millions. Donc, admettons que toutes les personnes qui ont l'abonnement Prime pour les commandes regardent Amazon Prime vidéo, ils sont en dessous de Netflix. Donc là, officiellement, Netflix, c'est la première plateforme dans l'histoire de l'humanité et peut-être même de l'univers. Après, on ne sait pas trop comment ça se passe dans les autres galaxies. Mais en tout cas, ça serait la première plateforme à passer les 200 millions d'abonnés. Et du coup, je voulais terminer cette news pour dire que Salto, la petite plateforme française, a annoncé qu'ils en sont à 200 000 abonnés en France. Enfin, en francophonie. Voilà. Bon, c'est pas le même marché, c'est pas le même âge, mais c'est pas dégueu pour le début. Mais ils récupèrent plein de trucs, Salto. Ils ont récupéré la dernière saison de Fargo, par exemple, qui était sur Netflix et qui ne l'est plus maintenant. Enfin, qui aurait dû être sur Netflix. C'est donc à toi pour la prochaine news. Bah oui, si tu veux. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire comme news ? Attends, je crois que je les ai tous faits. Bah du coup, je vais réagir à ta non-réaction. Du coup, pour dire que Master of None, donc sur sa saison 3, n'a toujours pas été confirmé par Netflix, mais par contre, en fait, il y a des articles qui sont sortis pour commenter le tournage. Donc des photos de tournage, etc. Donc on peut imaginer que Master of None a bien une saison 3. Il y a les chroniques de Bridgerton qui a annoncé que sa saison 2, que je ne connais pas, mais Kerr disait que c'était bien. La saison 2 non, j'ai pas dit que c'était bien. J'ai dit que j'avais regardé. D'accord. Et donc du coup a été repoussée suite au Covid. Et il y a également la saison 3 de The Boys qui va rentrer en tournage. Et oui, la pré-production est terminée et les acteurs sont arrivés à Toronto, au Canada. Et il y a notamment, on le sait parce que certains acteurs comme Jack Quaid, a annoncé tout simplement qu'il avait terminé avec, je crois que c'est une quarantaine de 15 jours là-bas, une quinzaine. Et que du coup, il pouvait enfin aller sur le lieu de tournage. Voilà, je sais que ça fera plaisir à plein de personnes. Et en regardant quelles étaient comme ça un peu les news, séries, saisons qui étaient prolongées, pas prolongées, etc. J'ai été hyper surpris par 2 news. Sans doute que vous serez tous au courant. Moi, j'étais surpris. Le premier, c'est qu'il va y avoir un nouvel épisode de Friends qui va être en tournage. C'est quelque chose qui aurait été annoncé l'année dernière. Et en fait, le tournage a été reporté à cause du Covid. Ils veulent faire très attention. Quoi, Kerr ? En fait, c'est une réunion. Alors apparemment, ça serait pas un vrai épisode. C'est les acteurs qui discutent entre eux. Mais l'idée, les rumeurs, c'est qu'ils le feraient dans le décor du Central Perk. Ils discuteraient ensemble. En fait, c'est ce que j'ai cru au début. C'est ce que j'ai cru au début. Mais Lisa Kudrow, en fait, a annoncé qu'elle avait déjà tourné certaines des scénettes écrites, etc. Donc, soit c'est un peu des deux. C'est une émission réunion et il y a quelques sketchs. Soit c'est vraiment un épisode. Mais tout n'est pas annoncé. Donc, mais j'étais juste complètement à l'ouest. Je savais pas du tout que c'était annoncé. Et alors, le deuxième truc qui m'a encore plus surpris, c'est qu'il y a Sauvé par le Gong, qui a une saison entière, qui a une nouvelle saison avec les acteurs plus vieux, etc., les personnages qui sont revenus. J'ai halluciné. Et visiblement, ça a été super bien noté par la critique. Et du coup, ils ont annoncé que la saison 2 aurait lieu.
T'étais au courant? Non mais là, et c'est à ce moment-là... Pardon, Claire? Oui, j'étais au courant. Non mais franchement, j'ai halluciné. Et c'est à ce moment-là où on se dit, eh bien, comme ta news sur Harry Potter, comme les... En fait, on est dans une guerre des plateformes colossale. Et du coup, tout ce qui peut se faire financer, se fait financer. Là, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de période plus intéressante. Et encore, vous allez voir, il y a d'autres news sur certaines des licences que je trouve assez intéressantes qui sont confirmées. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas eu de période plus intéressante que si vous avez réussi à avoir une saga, quelle qu'elle soit, qui a été un succès littéraire dans les 20 dernières années. Mais là, c'est un boulevard pour que ce soit adapté en série ou en film. Je trouve ça incroyable. Mon cher Kerr, tu voulais enchaîner? Oui, alors moi je voulais... tu parlais de série, tu sais que la série True Blood va avoir un reboot, donc il y a énormément de séries qui vont revenir, mais on pourra en faire un point plus complet peut-être plus tard. Moi je vais vous parler de Disney+, parce que on vous a fait 2 vidéos pour vous parler des annonces sur Marvel et sur Star Wars, mais en fait au moment où ils ont tout balancé sur Twitter, lors du Investor Day, donc le jour des gens qui donnent des sous à Disney, des actionnaires, et ben ils ont annoncé également plein de trucs. Alors outre les 10 séries Marvel, les 10 séries Star Wars, plein de films live Disney, des séries Pixar, ils ont annoncé plein de trucs. Donc justement, je vais faire très vite pour vous dire un peu. Donc ils ont annoncé rien sur Avatar, et c'est d'ailleurs assez étonnant. Il n'y a pas eu un mot sur la saga Avatar de James Cameron. Est-ce que Avatar 2 sortira dans les 25 prochaines années? Espérons-le. Ils ont annoncé la sortie d'une section adulte qui s'appelle Star, où il y aura tous les films R-rated. D'ailleurs, le prochain Deadpool est R-rated. Sachez-le, il y aura Deadpool dessus, il y aura Modern Family. Je ne sais pas pourquoi Modern Family en R-rated, mais enfin bon, bref, on s'en fout. Autre truc intéressant, c'est qu'ils ont annoncé que Raya et le Dernier Dragon, tu sais, qui devait être le très gros film Disney de Noël 2020, et qui a été repoussé au printemps 2021, sortira sur Disney+, le 5 mars 2021. Pour la France, on ne sait pas. 2021 également, on aura un documentaire un peu inspiré de The Last Dance sur Tom Brady. Tom Brady qui, au moment où on enregistre cette vidéo, le Super Bowl n'a pas eu lieu, et on ne sait pas si Tom Brady a gagné un nouveau Super Bowl, mais il est pour la 10e fois de sa carrière en finale, et cette fois c'est avec Tampa Bay, et puis avec les Patriots. Et Tom Brady, en fait, Disney va faire un docu avec ESPN, et ça sera diffusé sur Disney+, si j'ai bien compris, sur son 9e Super Bowl, donc le dernier avec les Patriots. Donc ça sera vraiment un docu un peu à la The Last Dance. Il y aura une série sur Willow, donc pas la meilleure amie de Buffy, mais le nain, vous savez, le film avec notamment Val Kilmer. Et on retrouvera l'acteur qui jouait Willow, qui s'appelle Warwick Davis. La série Willow est prévue pour 2022. Il y aura également des séries pour les enfants sur Zootopie, Baymax, le héros des nouveaux héros, enfin le gros bonhomme blanc. La princesse Tiana aura également sa série, donc de la princesse et la grenouille. Vaiana Moana, donc aussi sa grenouille. Sa grenouille, non, sa série. Il y aura aussi une série Pixar sur Doug le chien dans Là-haut. Ça fait vachement de trucs, mais ça n'est pas terminé. Et un des grands enjeux, tu sais, des annonces du Investor Day, c'était est-ce que finalement, en annonçant Star, Disney va sacrifier définitivement Hulu? Eh ben pas du tout. Non seulement ils l'ont pas sacrifié, mais en plus ils lui ont rajouté plein de contenu. Et ils ont rajouté tout le contenu de la chaîne qui appartenait à la Fox avant, qui s'appelle FX. Et ils ont annoncé plein de trucs. Et le projet qui est vraiment super stylé de Hulu, c'est une série sur Alien. Donc la saga Alien, avec des aliens sur Terre, réalisée par Noah Hawley de Fargo. Donc voilà, mais il y aura aussi une série de David E. Keighley avec Nicole Kidman et Melissa McCarthy. Il y aura une saison 5 pour Handmaid's Tale. Il y aura également 4 nouvelles saisons pour le sitcom le plus long de l'histoire, qui est It's Always Sunny in Philadelphia. Il y aura un spin-off d'American Horror Story. Bref, il y aura plein de trucs sur Hulu. Voilà, et puis j'ai une toute dernière news, si tu me permets, je te laisserai finir les tiennes. Sony va faire un film sur Metal Gear Solid avec dans le rôle de Solid Snake Oscar Isaac, qui décidément enchaîne les gros trucs, puisque c'est lui qui a été choisi pour incarner Moonlight dans la prochaine série Marvel dont tu parleras après.
Mais il est aussi dans Dune. C'était le fameux Podam de probablement la meilleure trilogie Star Wars. Non, me jetez pas des cailloux, c'est pas vrai. Donc, voilà, Oscar Isaac sera Solid Snake dans le film Metal Gear, qui a été confié à Jordan Vogt-Robert, qui a écrit le scénar de Jurassic World. Bon, et de Kong aussi, Skull Island. D'ailleurs, j'ai vu la bande-annonce de King Kong versus Godzilla, j'ai trouvé que ça a claqué, ça a impressionné plutôt pas mal, enfin on va dire en divertissement un peu concon, mais qui envoie. Et t'en as pensé quoi du trailer, mon cher Greg? Écoute, j'ai trouvé que ça balançait pas mal. Ça m'a fait vachement passer à Pacific Rim. Il y a même, à mon avis, des gros clins d'œil de, par exemple, quand Godzilla est dans une ville tout en néon, ça fait vraiment très Pacific Rim 1. Exactement, tout à fait. C'est pas la peine de préciser Pacific Rim 1 parce que le 2 n'a jamais existé. Hein. On avait eu un accord. On faisait semblant que Uprising n'existait pas. T'as acheté les droits et tu le diffuseras pas. Ouais, non, c'est Netflix qui a les droits et tu sais que Uprising a eu beaucoup de succès sur son arrivée sur Netflix en France. Il était dans le top 10. J'avais bien ça doit être pour les gens qui font du Netflix and chill. Est-ce que toi, tu peux, du coup, nous parler par exemple de Moon Knight? Alors oui, bon, vite fait, Moon Knight, il y a Ethan Hawke qui a été confirmé au casting de Moon Knight et il sera donc le grand méchant de la série. Visible. Alors c'est pas, il est confirmé au casting, son rôle n'est pas confirmé, mais il est présumé comme étant le grand méchant de la série. Et pour rappel, c'est Oscar Isaac qui joue le héros, qui jouera le Moon Knight. Voilà. Gros casting hein, quand même pour cette série. Hein. Donc un casting très ambitieux, potentiellement une série plus ambitieuse que ne l'est le démarrage. Tu sais qu'il y a une grosse vanne, Ethan Hawke qui va donc rejoindre l'univers Marvel, avait taillé en pièces Marvel et les productions Marvel. En disant non mais vraiment, le truc c'est que ouais. Après c'est vraiment moi je me demande un peu où ils vont parce que je parle de certains acteurs. En fait, il y a certains acteurs comme Ethan Hawke qui sont habitués à des budgets, petits budgets et moyens budgets, et qui sont les films qui juste disparaissent à cause du Covid, ils ne sont plus financés. Donc, je ne sais pas à quel point il avait beaucoup de choix. Après, ça peut être aussi juste par amitié pour le réalisateur, une équipe de production. Parfois, ça se fait juste sur ça. Mais c'est vrai que certains acteurs comme Ethan Hawke, à mon avis, sont plus touchés que d'autres. Par cette pandémie. Et tu disais tout à l'heure que du coup il était évoqué que peut-être Chris Evans reprendrait le rôle de Captain America. Chris Evans, ses films hors Captain America sont également des films moyen budget qui sont dézingués par la pandémie. Alors, on enchaîne les petites news. Alors, déjà, première licence, Witcher. Il y a enfin une actrice qui a été castée, c'est ma première news, qui est en A5. J'ai donc couler ton porte-avions. Oupi. Et donc, c'est pour dire que c'est Jodie Turner-Smith qui jouera l'héroïne Hale, qui du coup, eh bien, est... Alors, j'ai pas totalement compris si c'était vraiment elle le personnage principal et c'est tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a un pitch juste sur son personnage. C'est, je vous lis le pitch, une redoutable combattante douée d'une voix de déesse. Elle a abandonné son clan et son statut de gardienne de la reine pour écouter les élans de son cœur et devenir musicienne itinérante. Mais lorsque vient le moment de rendre des comptes sur le continent, elle devra reprendre les armes et poursuivre sa quête de vengeance et de rédemption. Voilà. Bon, j'ai envie de dire ça a l'air d'être très habituel en fait comme pitch, mais bon, on va voir comment ils vont ils vont réussir à relier ça avec. Donc, on rappelle que la série c'est l'apparition des premiers Witcher. Donc, on verra comment est-ce que elle va se mêler à tout ça. Ce qui est sûr, c'est que du coup, ils sont en train de nous faire une espèce de mix de Jasquier et de proto-Witcher avec un personnage. Bon, why not? Du coup, j'enchaîne pour ma franchise. Je sais pas comment on appelle ça, toi, Oupi, qui joue beaucoup aux courses de chevaux. Comment on appelle ça quand tu as un Dark Horse, quand tu as un cheval auquel personne ne croit, un outsider, quand personne ne croit, mais que... Un outsider, me dit Oupi, me dit, oh, tu sais, la course des chevaux. Du coup...
Du coup, en fait, je plaisante, hein, je ne fais pas du tout de course de canasson. Oui, donc en fait, le truc, c'est que pour moi, si je devais miser sur un outsider qui pourrait tout péter, eh bien, je miserais sur la franchise de Donjons et Dragons. Effectivement, je pense que Donjons et Dragons a un lore et un univers qui est incroyable en termes de quantité, même si je le connais pas tant que ça. En fait, ce qui est clair, c'est qu'ils ont un bestiaire de monstres, un univers très crédible qui a été travaillé et peaufiné par de nombreux livres, parce que forcément on pense aux jeux de rôle, mais il y a des livres, il y a des jeux vidéo, etc., qui ont travaillé énormément l'univers. Et en fait, cette licence est en train de revenir comme ça de nulle part, parce qu'elle en était à peu près nulle part en cinéma et en série. Beaucoup de choses un peu secondaires. Merci pour cette image qui fait vraiment rêver, mon cher Roupi. De 83, me dit-il. Donc c'est vraiment Donjons et Dragons à son plus haut. Et en fait, pourquoi je parle de cette licence, c'est parce qu'en fait, Paramount a annoncé un film. Alors il y a quelques temps, vous allez me dire, mais la news réside dans la deuxième partie. Attendez, les petits canaillons. Et en fait, le truc, c'est que donc Paramount avait annoncé qu'il y aurait un film en 2022 et qu'ils étaient en discussion avec Chris Pine, pardon. Donc, le fameux commandant de Star Trek, qui était également un film Paramount, en fait, pour adapter au cinéma la franchise Dungeons and Dragons. Mais la news qui est tombée cette semaine, c'est tout simplement que, il y a il y a Derek Kolstad, j'ai un peu mélangé mes fiches, il y a Derek Kolstad, qui donc est le créateur de John Wick, qui a annoncé qu'il allait s'occuper d'une série sur l'univers de Dungeons and Dragons, qui du coup n'a pas encore de date. Il est présumé que ce serait toute fin 2021, voire plus plausiblement 2022. Et donc, je trouve ça super intriguant. Parce que c'est clairement pas le hasard qui fait qu'une série Dungeons and Dragons avec un très gros nom va apparaître au même moment où ils veulent faire un film blockbuster. Donc moi je pense que cette série Dungeons and Dragons, il y a des gens qui se sont dit bon, il y a des gens avec des dragons qui font des séries sur des trônes qui ramènent plein d'argent. Il y a une franchise qui est connue de tout le monde qui s'appelle Dungeons and Dragons. Il y a donjon et il y a dragon dans le nom. On va filer du blé à ces mecs. Donc, franchement, je pense que ça peut, c'est comme toujours, il faut que ce soit bien fait, mais ça peut vraiment tabasser et ça peut vraiment être très intéressant parce que derrière, vous pouvez imaginer 3 jeux vidéo, ils vous vendent les bouquins, etc. Ça peut être vraiment un univers étendu qui vraiment peut envoyer du steak. Et Dungeons and Dragons pourrait, alors après, il faut voir quelle ambition Paramount a, et je pense que Paramount n'a pas forcément les moyens de ça, mais on peut imaginer dans l'univers de Dungeons and Dragons avoir des trucs aussi épiques que dans le Seigneur des Anneaux. Il faut mettre l'argent, il faut avoir le talent, il faut avoir les idées, tout ce que vous voulez, mais c'est une franchise qui pourrait aller jusque-là. Donc moi j'étais curieux. Ce qui est intéressant... Ça te donne envie de réagir à ça? Tu as d'autres news? Non, j'ai pas d'autres news, mais par contre, sur Dungeons and Dragons, c'est qu'il pourrait difficilement faire pire que le premier film. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Du coup, j'enchaîne par des toutes petites news. Je crois qu'il m'en reste 2. La première, c'est pour annoncer qu'en fait, du coup, le réalisateur le showrunner réalisateur Johan Renck, qui devait s'occuper de la série Last of Us sur HBO Max, ne va pas s'en occuper. C'est une annonce du Hollywood Reporter et c'est un petit gars qui a l'air très bien, qui s'appelle Kantemir Balagov. Je massacre son nom, je suis désolé. C'est un jeune réalisateur tu l'as bien dit. Russe. Merci. Qui avait gagné tout simplement le prix Un certain regard au Festival de Cannes 2019 et qui en fait aurait été choisi parce que il a gagné une palme Un certain regard au Festival de Cannes, ce qui n'est pas donné à tout le monde, soyons clairs, mais également parce qu'il serait un grand fan de la licence et ça a donné envie au studio de lui faire confiance
Et j'ai envie de dire, en soi, si c'est pas une raison marketing, c'est une très bonne raison. Donc voilà, peut-être un échange pour le mieux. Et une deuxième petite news, c'est pour dire que ceux qui sont intrigués par Walking Dead, il y a le réalisateur Kirkman qui avait également fait une bande dessinée de 144 tomes, je crois. 144 numéros, et en fait qui s'appelle Invincible, qui est donc l'histoire d'un jeune super-héros, un adolescent, son père est Omni-Man, c'est le plus grand des super-héros dans cet univers de super-héros, et en fait il va devoir essayer de reprendre le flambeau avec tous ses doutes de jeunes héros. Il y a 144 numéros et c'est tout. L'histoire s'est terminée en 2018. Et il y a un casting incroyable, donc notamment Omni-Man qui est fait par J.K. Simmons, mais il y a Sandra Oh, Steven Yeun, Mark Hamill, Gillian Stone, Zachary Quinto, Mar Hershela Ali. Bref, il y a un casting incroyable. C'est sur Amazon Prime Video et ça sort le 26 mars, et j'en parle parce qu'ils viennent de sortir un extrait de 2 minutes, qui est pas dégueu, et en tout cas c'est une série que je pense qu'il faut avoir du coin de l'œil. Voilà. C'est une série ou c'est une série animée? Pardon? Série ou série animée? C'est une série animée. C'est pour ça que je parlais de casting vocal. Et je terminerai en disant que j'ai vu en news qu'il y avait un flashback sur Negan et Lucille dans Walking Dead, ce qui m'a fait rappeler que cette série existait toujours. Voilà. Ouais. Je sais pas si ça te choque. Et puisque tu parlais de... mais ça existe. De séries animées sur Amazon Prime, il y a une série Star Trek qui est sortie sur Amazon Prime, et dans les doubleurs, il y a le héros de... J'ai oublié son nom, là, le Quaid. Ouais. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais aux États-Unis, ils ont dû expliquer pourquoi c'était une comédie et qu'il ne fallait pas tout prendre au sérieux. Donc, la communication avait l'air d'être bien partie. Moi, j'aimerais terminer, si tu le permets, cette vidéo par un hommage à l'acteur français Jean-Pierre Bacry qui est décédé à 69 ans, immense acteur. Voilà, je l'aimais beaucoup, donc je voulais lui rendre hommage. Je sais que toi aussi, tu appréciais beaucoup Jean-Pierre Bacry. Qui est dans beaucoup de mes films français préférés. Là, on a vu à l'image Mes meilleurs copains, qui est un film que j'aime énormément. Et évidemment, Le goût des autres, qui est un extrêmement bon film français. N'hésitez pas à le regarder. C'est toujours un plaisir. Et c'est un film, comme certains films d'époque, où les gens peuvent s'asseoir à côté, à plus d'1 mètre, n'ont pas de masque, et relate comme ça d'une époque où les gens ne savaient pas ce que c'était qu'une pandémie internationale. Donc vraiment, à titre vraiment purement historique, c'est intéressant. Si vous avez aussi envie de le voir parce que c'est un très bon acteur, c'est une bonne raison. Mais voilà, un très très bon acteur qui est disparu. Tu voulais du coup faire le mot de la fin, mon cher Pierre? À très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo, les commentaires pour réagir. Et mets un cœur sur les tipeurs. Voilà, des bisous à tout le monde. Ciao! Et je terminerai le mot de la fin par Didier.